Bienvenue à lire juste là où on va au fond du livre. Au menu aujourd'hui est cet ouvrage de Jean Ziegler, L'Empire de la honte. Quel est l'objectif de ce livre? Jean Ziegler le signale lui-même, il tente de contribuer à l'éveil des consciences. Donc ce n'est pas un manifeste, ce n'est pas un mode d'emploi de la résistance, et moins encore un pronunciamiento. Et c'est sans doute cette absence de prétention, cette modestie dans l'ambition qui se limite à faire un diagnostic de l'état du monde qui donne à ce livre tout son intérêt. Parce qu'une fois qu'on l'a compris, on peut se concentrer sur l'essentiel, qui est de comprendre la mécanique de la gouverne du monde et ses affreuses conséquences sur le petit peuple. Le cœur de l'ouvrage, je dirais, c'est la deuxième section, intitulée « Deux armes de destruction massive ». Les armes en question, ce ne sont pas des armes chimiques, ce ne sont pas des armes bactériologiques ou encore nucléaires. Ce sont simplement la faim et la dette. La faim et la dette, les deux sont d'ailleurs intimement liés, comme Ziegler le montre clairement dans cet ouvrage. Il faut rappeler que la faim tue quelques 9 millions de personnes à travers le monde chaque année, dont 3 millions d'enfants. 9 millions d'âmes qui sont détruites à cause de la faim. Et Ziegler de bout en bout montre que dans la plupart des pays, cette catastrophe est liée à la dette. Quand un État doit consacrer la quasi-totalité de ses ressources, ou alors une part importante de ses ressources au service de la dette, bien il ne reste plus rien dans les caisses. Pas grand-chose en tout cas pour permettre à l'État de remplir ses fonctions régaliennes. Et Jean Ziegler montre que le système de créance mondiale, mené notamment par le Fonds monétaire international, est une forme de domination aussi vicieuse que le colonialisme, sinon plus vicieuse, parce que subtile. Et cette forme de domination, qu'est-ce qu'elle permet? Bien, elle permet aux cosmocrates, à ceux qui assurent la gouverne du monde, bien de siphonner les ressources des pays endettés. Jean Ziegler est un ancien fonctionnaire international, rapporteur spécial des Nations Unies pour le droit à l'alimentation. Ziegler est auteur de nombreux ouvrages dont l'objet est le déséquilibre du système international, son malfonctionnement et ses conséquences sur le petit peuple, ici et là, sur la planète. C'est en réalité un penseur altermondialiste, convaincu qu'il y a une autre façon de gérer la chose publique et qu'il est possible de le faire dans l'intérêt non pas d'une poignée de cosmocrates, une poignée de profiteurs, mais dans l'intérêt du plus grand nombre. Qu'est-ce que donc cet empire de la honte? Ce n'est pas une entité facilement cernable, parce qu'il n'est pas localisé dans un espace géographique donné. On sait cependant qu'il a des maîtres. L'empire de la honte a des maîtres. Ces maîtres, ce sont les sociétés capitalistes transcontinentales privées. Ce sont ces sociétés supra-étatiques qui assurent la gouverne du monde. Ces nouveaux seigneurs féodaux qui exercent un pouvoir planétaire. Ils opèrent généralement au mépris des droits élémentaires des individus, avec la complicité bien entendu de l'ordre juridique international. Ces maîtres ont un credo. Leur credo, c'est toujours plus de profit, c'est-à-dire l'accumulation pour l'accumulation, ce que Ziegler appelle le profit superflu. Ces maîtres ont des méthodes, et c'est peut-être sur les méthodes qu'on va s'attarder un tout petit peu dans ce compte rendu. Parmi ces méthodes, on compte quoi? L'organisation de la rareté, le chantage à la délocalisation, la manipulation et l'intimidation, la corruption et la violence sous différentes formes, torture, assassinat, guerre même, pourquoi pas.
les conglomérats industriels comme Siemens, les compagnies pharmaceutiques comme Pfizer, les trosses agroalimentaires comme Monsanto et surtout la multinationale suisse Nestlé sont quelques-unes des entreprises au banc des accusés. Parmi les moyens d'organisation de la rareté, il y a la privatisation et le brevetage. Les cosmocrates poussent les États à la privatisation du bien public ou alors se dotent de brevets et qui leur permettent de contrôler l'accès à ces biens. Et à chaque fois qu'ils ont réussi leur coup, la vie est devenue beaucoup plus insupportable pour les populations qui en sont victimes. Prenons l'exemple de la Bolivie, écrit Ziegler. Sous la pression de la Banque mondiale, le gouvernement a vendu le réseau public d'alimentation en eau à des sociétés privées. Et celles-ci se sont empressées d'annoncer le doublement du prix de l'eau, ce qui signifiait pour un grand nombre de Boliviens une eau plus coûteuse que leur alimentation. L'octroi du monopole de l'eau à des concessionnaires privés a évidemment pour corollaire et qu'il est désormais impossible aux gens d'accéder à l'eau, fût-elle issue de puits communs sans permis. Et que même les paysans et les petits agriculteurs sont contraints d'acheter un permis pour recueillir l'eau de pluie sur leur propriété. Vous êtes contraint d'acheter un permis pour recueillir de l'eau de pluie sur votre propriété. Voici un exemple intéressant qui nous vient non pas d'un pays en développement, mais bien de la Suisse, qui illustre la capacité qu'ont les cosmocrates à breveter des biens qui sont des biens publics pour en contrôler l'accès. Les nourrissons souffrant de difficultés respiratoires graves sont traités traditionnellement au moyen d'un gaz particulier, le stichoxide, présent dans la nature. Un tel traitement coûte environ 100 € et dure 4 à 5 jours. Le gaz a un effet thérapeutique rapide et satisfaisant. En Suisse, ce sont annuellement environ 150 nouveau-nés qui ont la vie sauve grâce à ce traitement. Depuis 2004, c'est la société transcontinentale d'origine allemande, Innotherapeutics, qui possède le brevet exclusif sur ce gaz. Il est commercialisé sous l'appellation d'Inomax. Inomax est donc désormais un médicament protégé par un brevet européen. Aucun pédiatre n'a plus le droit d'administrer le gaz naturel. Dans les cliniques pédiatriques de Suisse, les traitements des nourrissons souffrant de difficultés respiratoires coûtent désormais en moyenne 20 000 €. La corruption, je disais, c'est un autre moyen que les cosmocrates utilisent. Il faut surtout ici relever le fait que Ziegler souligne la présence ou l'omniprésence de la corruption dans le système des Nations Unies, où les cosmocrates ont des espions et qui sont là pour identifier quels sont les individus qui pourraient représenter un danger pour leur funeste entreprise, ou alors quels sont les projets qui pourraient représenter un danger pour leurs intérêts. Il faut identifier ces gens ou identifier ces projets et les torpiller ou les exclure, les éliminer avant qu'ils n'aboutissent. D'ailleurs, Ziegler le dit, quand les cosmocrates s'y mettent vraiment, ils peuvent éliminer n'importe qui dans le système des Nations Unies. Et avec ce genre d'espionnage, une méfiance incroyable sévit dans le système des Nations Unies. Ziegler dit ceci, par exemple: une des toutes premières choses que j'ai apprises au lendemain de ma nomination aux Nations Unies a été de me méfier des systèmes de communication reliant le Haut Commissariat aux droits de l'homme, domicilié à Genève, au siège central de l'ONU à New York. Pour traiter des affaires exigeant un minimum de confidentialité, l'utilisation des téléphones du palais Wilson ou de l'email est fortement déconseillée. Puis il y a cette histoire tout à fait intéressante que Ziegler raconte quand Madame Harlem Brundtland a été nommée à la tête de l'Organisation mondiale de la santé. Elle nomma très vite une commission d'enquête composée d'experts internationaux de haut niveau sous la présidence du professeur Thomas Zeltner.
celui-ci était chargé de débusquer partout dans l'appareil de l'Organisation mondiale de la santé les fonctionnaires infiltrés par des fabricants de cigarettes. La commission procéda finalement à une épuration sévère. Et ce n'est qu'une fois cette épuration achevée que Brundtland accepta d'ouvrir des négociations avec les sociétés transcontinentales de la cigarette sur la nouvelle convention cadre sur le tabac. Et que dire de la violence, qui est l'une des méthodes justement qu'utilisent les cosmocrates. Les maîtres de l'Empire sont prêts à tout. Ils sont prêts à faire usage de la violence, même physique, pour parvenir à leur fin. Ziegler raconte par exemple que dans les usines de Nestlé en Colombie, les syndicalistes travaillant dans l'entreprise sont intimidés, attaqués et tués à l'occasion par des milices paramilitaires ou la police. Et pourquoi pas instruire une guerre au besoin? Dans le chapitre de son ouvrage qu'il a intitulé « La violence structurelle », Ziegler montre comment la guerre au terrorisme instruite par l'administration Bush a largement profité non seulement aux compagnies pétrolières, mais aussi aux marchands d'armes internationaux. Et l'auteur, évidemment, profite au passage pour souligner le caractère absurde du concept. Les cosmocrates et leurs auxiliaires à la Maison-Blanche, au Pentagone et à la CIA, bref, tous les responsables de la guerre mondiale au terrorisme, le concept il le met entre guillemets, tous les responsables de la guerre mondiale au terrorisme développent une conception ontologique du mal. Ils définissent eux-mêmes et en toute liberté ceux qu'ils considèrent comme des terroristes. Dans cette définition, aucun élément d'ordre objectif n'intervient. Un terroriste est celui que les gouvernements américains, israéliens, russes, etc. désignent comme tel. Ils pratiquent la guerre préventive. Et l'Empire a ses laquais, soit ceux qui usent de leur autorité pour s'assurer que les volontés des maîtres de l'Empire sont exécutées. Ziegler, dans l'extrait qu'on vient de lire, parle des laquais de la Maison-Blanche du Pentagone, mais on en trouve aussi sous d'autres cieux, notamment le gouvernement des puissances occidentales qui favorisent l'impérialisme économique, les organisations internationales, tout comme les élites prévaricatrices dans les pays en développement. Et l'Empire a ses victimes. Ce sont les enfants des tunnels de Lambator en Mongolie, les caboclos des favelas au Brésil, les métayers bengalis, les veuves du Tigré, bref, tout le petit peuple partout à travers la planète. La question peut-être qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il est possible de résister à ces cosmocrates? L'exemple de Lula est très intéressant sur ce plan-là. Lula, c'est l'ancien président du Brésil, un farouche résistant à la cosmocratie mondiale du temps où il était syndicaliste. Nombre de ses compagnons d'armes sont tombés sur le champ de bataille. Lula lui-même n'a échappé à la mort que de justesse. Il a subi les emprisonnements, il a subi la torture. Lula, il faut le rappeler, a fait plusieurs campagnes présidentielles avant finalement de l'emporter en 2002. À chacune de ces campagnes présidentielles, Lula avait fait de l'élimination de la dette le noyau même de son programme. Alors, quand il devient apparent que Lula pourrait remporter les élections, il va se déclencher dans les cercles autorisés. Il faut entendre par là le Wall Street Journal, les experts des institutions de Bretton Woods, les think tanks américains. Dans tous ces cercles-là, un déferlement de menaces et de mises en garde contre le Brésil. Si Lula gagne les élections, le réal brésilien va s'effondrer complètement, les investisseurs vont fuir le pays et finalement ce serait la catastrophe, le chômage généralisé. Alors, dès la campagne déjà, Lula sera contraint, le pauvre type, d'envoyer des signaux rassurants. Et une fois qu'il remporte les élections, il va simplement se soumettre au diktat des cosmocrates. Ziegler de rapporter ceci. S'il est une expression qui m'a toujours révisé, c'est bien celle de confiance des marchés.
pour ne pas être attaqué, dévasté, mis à genoux par le capital financier mondialisé, un peuple doit, par sa conduite économique, gagner la confiance des marchés. Il faut dire qu'il met confiance des marchés entre guillemets à chaque fois. Mais comment mérite-t-on cette confiance? Tout simplement en se soumettant corps, esprit et âme au diktat des cosmocrates. C'est à cette condition et à cette condition seulement que les maîtres de l'empire de la honte concèdent leur collaboration au peuple prolétaire. Et d'ajouter, en Amérique latine, l'ombre de Salvador Allende hante l'imaginaire collectif. Son spectre rôde dans le palais présidentiel du Planalto à Brasilia. On sait ce qui est arrivé à Allende le 11 septembre 1973. Et s'il fallait encore faire la preuve que le FMI est au service des cosmocrates, Ziegler rappelle une expérience intéressante, l'expérience thaïlandaise. En 1987, les spéculateurs étrangers vont s'attaquer au BAF, la monnaie thaïlandaise. Leur espoir, c'est d'affaiblir la monnaie et évidemment de faire du profit maximum en un laps de temps. Pour tenter de soutenir sa monnaie, le gouvernement thaïlandais va puiser dans ses réserves. Malgré les efforts du gouvernement pour soutenir la monnaie, et elle va continuer sa dégringolade. Alors, les Thaïlandais vont faire appel aux pompiers, le FMI. Il va exiger que la Thaïlande prenne de nouveaux prêts. Mais avec ces nouveaux crédits, Bangkok devait en priorité rembourser les spéculateurs privés. C'est ainsi qu'aucun des spéculateurs étrangers, requins de l'immobilier ou boursicoteurs, n'a perdu le moindre centime en Thaïlande. Le FMI contraignit en même temps le gouvernement à fermer des centaines d'hôpitaux et d'écoles, à réduire les dépenses publiques, à suspendre la réfection des routes et à révoquer les crédits que les banques publiques avaient concédés aux entrepreneurs thaïlandais. En l'espace de 2 mois, des centaines de milliers de Thaïlandais et de travailleurs étrangers perdirent leur emploi. Des milliers d'usines fermèrent. Finalement, qu'est-ce que Jean Ziegler nous dit? Il nous dit essentiellement que le monde qui nous entoure est profondément corrompu. Jean Ziegler nous dit que les supranationales sont des entités prédatrices dont la raison d'être est l'accumulation illimitée du profit, au mépris, mais alors au mépris absolu de la vie humaine. Il nous dit que les bonnes résolutions des politiques ne sont en réalité que des vœux pieux qui ont tout fait de s'évanouir une fois que ces derniers accèdent au pouvoir, subitement ligotés qu'ils sont par les cosmocrates. Ziegler signale qu'on ne peut pas vraiment compter sur les Nations Unies ou ses organes spécialisés parce qu'ils sont eux-mêmes gangrénés par la corruption. Et surtout, on ne peut pas compter sur les institutions de Bretton Woods parce que ces institutions sont au service des cosmocrates. Alors ces choses, je dirais que à peu près tout le monde le sait. Le grand intérêt de cet ouvrage, ce ne sont pas les statistiques, nombreuses au demeurant, qui sous-tendent l'argumentaire. Ce n'est même pas l'efficacité avec laquelle Ziegler ancre les batailles des dépossédés d'aujourd'hui dans une filiation historique ou même dans une tradition philosophique. Ce qui fait la beauté ou l'intérêt de ce livre, c'est qu'il s'agit d'un témoignage de première main, d'un homme de terrain doublement blessé. Ziegler est d'abord blessé par ses souffrances humaines qu'il a vues sur le terrain. Il a sillonné les favelas de Sao Paulo au Brésil, jusqu'à dans les décharges publiques où des familles, des milliers de familles fouillent pour trouver leur pitance quotidienne. Il a parcouru les bidonvilles de Smoky Mountains à Manille, aux Philippines. Ziegler s'est rendu jusque dans les tunnels puants d'excréments et autres immondices d'Oulan-Bator en Mongolie, là où des milliers d'enfants se disputent l'espace avec des rats d'égout. Il a rencontré ces enfants d'Éthiopie, victimes de ce qu'il appelle la famine verte. L'homme est blessé par ce qu'il a vu, cette souffrance humaine qu'il a observée à travers la planète. Mais Ziegler est aussi blessé parce qu'il sait que ces misères
ces souffrances ne sont pas une fatalité. Il sait qui en sont les responsables et il sait qu'il en coûterait si peu pour les endiguer. En somme donc, Ziegler raconte sa douleur face aux tragédies humaines provoquées par d'autres humains. Mais il le fait avec esprit. Et c'est sans doute ce tour de force qui fait de ce travail un outil de référence. C'était là pour l'Empire de la honte de Jean Ziegler. Revenez-nous la semaine prochaine. Nous parlerons cette fois-là d'un ouvrage intéressant de Philippe Breton, La parole manipulée.